Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, mesdames et messieurs. Bonsoir. Il s'agit à Bora, qui c'est l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, mesdames et messieurs. Il s'agit de votre émission à Bora, qui ce soir reçoit pour vous d'un côté, monsieur l'ambassadeur Atundu Liongo. Bonsoir. Bonsoir. Cadre de la majorité. Et puis de l'autre, il y a l'honorable député national, Emery Okunji, à qui nous disons également bonsoir. Bonsoir. Et alors nous allons aborder l'actualité, et vous le savez, elle est dominée particulièrement par l'éventualité sur la révision de la Constitution nationale. Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous pour ou contre la révision de la Constitution? En tant que disposition de la Constitution, on ne peut qu'être pour la révision, parce que la révision a prévu cela comme disposition, mais une révision ne se fait pas de façon intempestive. Une révision doit être motivée. C'est pour cela que toute révision, lorsqu'elle devient concrète, c'est-à-dire qu'elle vise un article quelconque, doit passer par le bureau de l'Assemblée pour être validée et enfin poursuivre le chemin légal normal jusqu'à bonne fin. Alors, mais avec le temps qui court, vous connaissez bien la mentalité de la population de part et d'autre. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui motivé suffisamment pour que l'on puisse aller à cette révision-là, tant soutenue par votre camp politique? Je voudrais d'abord peut-être faire une observation ou faire une concession. Tel que je vois débuter l'émission, nous considérons comme acquis la révision ou l'intention de réviser 220. Je vous l'accorde, et donc ce sera un débat virtuel. Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que l'on considère que l'article 220 peut être révisé concrètement. Donc je vous l'accorde, aujourd'hui, je prends ce postulat, Kabila décide d'initier la révision de 220 pour permettre à tout président en fonction de se présenter devant les électeurs autant de fois qu'il le souhaite. C'est un postulat. D'accord, je comprends votre postulat et puis on va poursuivre, mais je voudrais cette fois-là aussi avoir l'avis de l'honorable de l'autre côté. Monsieur l'honorable Emery Okunji, êtes-vous pour ou contre la révision constitutionnelle aujourd'hui en RDC? Bien, merci pour la question. La Constitution du 18 février 2006 a clairement défini les choses. Vous savez, il y a des éléments fondamentaux que doit avoir une Constitution. C'est la clarté et la précision. Et la Constitution du 18 février 2006 remplit ces deux éléments fondamentaux. Il y a la clarté, il y a la précision. Lorsque vous allez dans l'exposé des motifs, il faudrait d'abord souligner que notre Constitution a des dispositions tangibles et des dispositions intangibles. C'est-à-dire, il y a des dispositions que l'on peut réviser et les dispositions irrévisables. Et donc, lorsque vous allez à l'exposé des motifs, au point 4, premier alinéa, il est stipulé ce qui suit. Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et donc, aujourd'hui, nous disons qu'il y a une opportunité de réviser la Constitution. Pourquoi nous le disons? Parce que à chaque approche des élections, nous avons l'impression qu'on révise la loi fondamentale
juste pour la tailler sur mesure. Et aujourd'hui, on ne peut plus tromper personne. Vous savez que la disposition ou les dispositions visées par cette révision sont des dispositions codifiées, c'est-à-dire des dispositions intangibles que l'on ne peut pas réviser. L'exemple de l'article 70, premier alinéa, qui stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et lorsque vous regardez très bien avec un œil d'un journaliste informé, vous constaterez que tous les débats tournent autour de cette disposition, mais les gens n'ont pas le courage politique de dire clairement les choses. Et donc, nous disons qu'il faudrait qu'on respecte la Constitution de la République. C'est notre loi fondamentale. Donc, c'est-à-dire respecter, ça veut dire aujourd'hui, pour vous, n'est pas touché. Alors, ambassadeur, vous avez posé un postulat. Quelle est aujourd'hui, par rapport à votre camp politique, la motivation profonde que d'aller toucher à certaines dispositions de la Constitution? Je voudrais d'abord faire observer que la position de l'honorable est paradoxale. Il ne peut pas s'opposer à la révision de la Constitution. Non. C'est un principe acquis. C'est un principe, on va dire, intangible, comme il aime le dire. Je peux comprendre qu'ils disent que telle disposition, je ne suis pas d'accord qu'on y touche, pour telle raison, pour telle autre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le débat n'est pas de changer de Constitution, c'est de changer la Constitution en certaines de ses dispositions. Donc, je ne peux pas comprendre qu'il puisse s'élever contre le principe de réviser la Constitution. Bon, ceci dit, j'ai posé un postulat. La deuxième chose, ce sont les conditions ou la condition essentielle pour que ce postulat se réalise. La condition essentielle, c'est le principe de transparence. Il doit respecter le principe de transparence démocratique qui provient des articles 22 et 23 qui concernent la liberté de conscience et de pensée et la liberté d'expression. Oui, justement. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que avant que le Parlement ou le peuple se mette à penser à la révision de cette disposition, on va dire 220, il faudrait d'abord qu'une personne qui est parmi les initiateurs, puisse initier la démarche. En l'occurrence, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, Assemblée et Sénat, ou 100 000 personnes. Donc nous prenons l'hypothèse que, par exemple, c'est le président de la République ou le gouvernement qui prend l'initiative. Alors, mais dans les cas échéants, c'est les gouvernements, parce qu'il a déposé au niveau du Parlement un projet. Non, ça c'est pour autre chose. Nous parlons de l'article 220. D'accord, allez-y. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord que le président se décide. Nous avons dit, le postulat, que le président s'est décidé. C'est un postulat. Oui. Alors, que doit faire le président lorsqu'il s'est décidé? Il doit suivre la procédure, c'est-à-dire déposer sa prétention au sens juridique auprès du bureau de l'Assemblée avec les motivations. Je veux changer, qu'on change l'article 220 pour telle raison. Évolution, par exemple, évolution politique. Par exemple, disparition dans l'environnement politique d'une catégorie d'acteurs qui étaient présentes au moment de l'élaboration. Par exemple, aujourd'hui, les belligérants ne font plus partie du monde politique, n'est-ce pas? Ils ont disparu. Il n'y a plus de RCD militaire, il n'y a plus de MLC militaire, il n'y a plus de KML militaire. C'était ça la force du RCD politique, du RCD KML politique et du MLC politique. Donc, par exemple, ça. Donc, en ce moment-là, le bureau de l'Assemblée se saisit de cette demande ou de cette requête pour la valider. La valider, c'est-à-dire examiner la pertinence des arguments avancés par le postulant. Tiens, voilà. Et puis, il décide de dire oui ou non. Allez, prenons l'hypothèse qu'ils disent oui. Il dit oui, alors il faut soumettre soit à l'Assemblée, qui est le représentant du peuple, soit directement au peuple par référendum.
Ça, disons qu'aujourd'hui, on va au référendum. Mais il faut encore, disons, dépasser certains obstacles. Le premier obstacle, c'est la majorité présidentielle. Il faudrait que le président puisse convaincre, travailler les membres de sa famille politique pour qu'ils soient soutenus. Deuxième obstacle, il faut qu'il puisse obtenir le quitus ou la validation du bureau de l'Assemblée. Troisièmement, il faut que la majorité sociologique puisse coïncider avec la majorité démocratique, donc que les résultats soient en sa faveur. Voilà les éléments, n'est-ce pas, qu'il faut. Alors ça, ce ne sont pas des éléments acquis. Ce ne sont pas des éléments acquis. Mais je reste sur ma soif, hein, monsieur l'ambassadeur, je vais revenir à vous. À ce stade, il y a quand même des gens qui se sont prononcés, et pas n'importe lequel. Je prends un cas, le secrétaire général du PPRD, le professeur Évariste Beauchab. Il a exprimé clairement la volonté de son camp politique que d'aller toucher à certaines dispositions de la loi fondamentale. Je ne sais pas, vous, au niveau de l'opposition, comment l'avez-vous perçu? Eh bien, merci. Merci, mon cher ami. Non, je dis à l'ambassadeur, à Tundu, que ma position n'est pas paradoxale. J'ai bien souligné que la Constitution contient elle-même des dispositions tangibles et intangibles. Mais rappelez-vous, Eric, lorsque l'on a révisé de manière cavalière cette janvier Constitution, 2011, voilà, à la veille des élections, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que les élections du président de la République à 2 tours coûtent trop cher à la République. Et donc, il faut réviser la Constitution pour réduire les 2 tours en un seul tour. Mais en réalité, qu'avons-nous constaté? Les élections à un seul tour ont été beaucoup plus coûteuses que les élections à 2 tours. Comment faisons? Prenez le budget. Prenez le budget des élections de 2011 comparé avec celle de 2006. Vous aurez la réponse claire et nette. Les élections de 2011 à un seul tour ont été beaucoup plus coûteuses. Alors, nous disons que la raison fondamentale de la révision était juste de réduire ces scrutins présidentiels de 2 tours en un seul tour, tout simplement parce qu'ils ont dit se servir d'une expérience de 2006 qui faisait que l'opposition s'organisait au 2e tour autour d'un seul candidat. Et que lorsque l'opposition se met derrière un seul candidat, eh bien la victoire du candidat de l'opposition est certaine. C'est pour cette raison que l'on a révisé. Aujourd'hui, nous sommes conformément à l'article 70. Je le répète, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et donc, si nous nous attelons à la Constitution de la République, le président Kabila est en train de finaliser son deuxième et dernier mandat. Et pour lui donner une occasion de rester au pouvoir, parce que vous aviez posé la question sur ce qu'a dit le parti politique PPRD à travers son secrétaire général. L'argumentaire poussé, c'est ce que l'ambassadeur vient de dire aussi ici, que le contexte a changé, et la constitution des belligérants, etc. Nous devons réviser. Mais mon cher ami, quelle est la disposition constitutionnelle qui parle des belligérants? La limitation des mandats se trouve même dans des constitutions où il n'y a jamais eu de belligérants. On limite, vous savez, la fonction essentielle, la fonction politique d'une constitution, c'est quoi? C'est de limiter le pouvoir du monarque, autrefois absolu. C'est ce que le peuple congolais a fait à travers cette constitution. Mais ce n'est pas une constitution des belligérants, parce que la constitution a été écrite, adoptée au Parlement et soumise au référendum. Donc, le oui qu'il a emporté par référendum, c'est l'acceptation de cette constitution par le peuple congolais.
Et donc, ce n'est plus le fruit de la belligérance, c'est le fruit du peuple congolais. C'est la volonté populaire. Et alors, ceux qui avancent les arguments de réviser la Constitution nous parlent de certaines actions posées par le président de la République. L'ambassadeur est ici présent, il ne me contredira pas. C'est un Congolais, il aime très bien son pays. Même si lui, aujourd'hui, assume ses fonctions, ses hautes fonctions de la République, il fera tout pour que son pays soit prospère. Et donc, ce n'est pas un problème d'un individu. Ce n'est pas un problème d'un individu. Vous me donnez peut-être l'occasion de conscientiser l'ambassadeur pour que sa famille politique prenne conscience et se trouve quelqu'un qui peut valablement représenter leur camp politique et qui peut être en face d'un candidat de l'opposition en 2016 ou de plusieurs candidats. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'étais en train de dire tantôt que j'étais resté sur ma soif. Je voudrais savoir, quelle est aujourd'hui la motivation profonde de toucher à certaines dispositions de la Constitution? Nous nous adressons à des Congolais, même à ceux qui sont très loin, hein, à l'étranger, mais ils sont à des niveaux divers. Hein. Il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont très hauts, et il y en a qui sont monsieur tout le monde. Nous voulons vraiment socialiser ces débats pour que tout le monde comprenne. C'est quoi la motivation profonde à ces jours? Mais je vous dis que c'est un débat virtuel. C'est-à-dire que la motivation profonde doit être donnée par celui qui prend l'initiative de la révision. Et aujourd'hui, je vous donne juste un certain nombre d'éléments. Je vous ai dit, la disparition de la force belligérante comme élément déterminant dans toute activité et dans toute action politique. C'est un élément important. Ceci entraîne l'évolution de la mentalité.